Tout cela paraît un petit peu sans fin. Près de 2 mois après les élections législatives anticipées, Emmanuel Macron poursuit ses consultations, ses discussions pour tenter de choisir un Premier ministre. On a cru d'ailleurs pendant la journée à une nomination ce mercredi, et finalement donc ce n'est pas le cas. Ce mardi, en tout cas, il a échangé avec Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui a posé ses conditions pour ne pas censurer le futur gouvernement. Mais alors de quoi parle-t-on ici? Pourquoi est-ce que le Rassemblement national apparaît ici en position de force et pourquoi est-ce que la gauche critique cette situation et ces échanges? C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais vous le savez, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a donc refusé de nommer Lucie Castet du Nouveau Front Populaire au poste de Première ministre, et ce, malgré le fait que l'alliance à gauche du Nouveau Front Populaire soit arrivée en tête aux élections législatives. La raison avancée par l'Élysée, une recherche, je cite, de stabilité institutionnelle, comprendre donc éviter la nomination d'un Premier ministre qui ne ferait pas suffisamment consensus à l'Assemblée nationale, et un gouvernement donc qui pourrait être renversé par le vote d'une motion de censure. Pour rappel donc, une motion de censure, c'est ce qui permet à la majorité absolue à l'Assemblée nationale de renverser, s'il le souhaite, la Première ministre ou le Premier ministre qui serait nommé. Alors vous le savez, la gauche de son côté accuse Emmanuel Macron, je cite, de déni démocratique en ne laissant pas sa chance à Lucie Castet d'essayer de gouverner. Et donc, depuis plusieurs jours maintenant, Emmanuel Macron continue à consulter différentes personnalités politiques. L'objectif donc serait de trouver une personne qui ne serait pas soumise à une motion de censure à l'Assemblée nationale et qui serait donc capable d'avoir un soutien ou en tout cas une forme d'accord venant de suffisamment de personnes et de députés à l'Assemblée nationale. On en a déjà parlé, il y a 2 noms qui circulent pas mal ces derniers jours pour succéder à Gabriel Attal. Il y avait le nom de Bernard Cazeneuve et le nom de Xavier Bertrand. Bernard Cazeneuve, il a été Premier ministre sous François Hollande de décembre 2016 à mai 2017. Il est classé généralement à gauche, même si on peut noter qu'il a quitté son parti, le Parti socialiste, en 2022. Ce nom est un peu moins évoqué ces dernières heures, et ce pour une raison très simple. Le Nouveau Front Populaire semble être prêt à voter une motion de censure contre Bernard Cazeneuve s'il est nommé. On peut imaginer par ailleurs que d'autres partis, dont le RN, pourraient voter contre lui. Bref, tout ça pour dire que Bernard Cazeneuve, dans la situation actuelle, ne semble pas capable non plus de tenir très longtemps au poste de Premier ministre. Le deuxième profil, donc, on en parlait, c'est Xavier Bertrand. Lui, c'est un membre du parti de droite Les Républicains. Il est président de la région Hauts-de-France. Il a notamment été ministre du Travail sous Jacques Chirac, mais aussi ministre du Travail lorsque Nicolas Sarkozy était président. Et enfin, on peut noter qu'au-delà de ces 2 noms, il y a un troisième profil qui a émergé ces dernières heures, mais je vous en reparle dans un instant. Mais alors, c'est le sujet du jour. Quelle est la position du Rassemblement national concernant ces 2 profils et pourquoi est-ce que la position du RN aujourd'hui est particulièrement importante? Bon, déjà, on peut noter que le RN avait annoncé fin août qu'il censurerait tout gouvernement issu du Nouveau Front Populaire, que des membres d'ailleurs de la France Insoumise y figurent ou non. Depuis donc, d'autres noms ont émergé et donc Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Marine Le Pen ce mardi. Pendant cet appel, Marine Le Pen a indiqué à Emmanuel Macron que les députés du Rassemblement national et ses alliés censureraient immédiatement Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand s'ils décidaient donc de nommer l'un des deux au poste de Premier ministre. Par ailleurs, au journal Le Parisien, elle a posé les conditions dans lesquelles le RN ne voterait pas une motion de censure. Très rapidement, la première condition, selon elle, c'est que le Premier ministre nommé par le président soit respectueux de tous les élus, y compris ceux du Rassemblement national. Cette raison-là, selon certains observateurs de la vie politique, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le RN censurerait Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui s'était félicité en juin 2021 d'avoir, je cite, brisé les mâchoires du RN alors qu'il était arrivé en tête du premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, devant donc le RN. Très rapidement, deuxième condition selon Marine Le Pen, c'est que le nouveau Premier ministre engage un travail pour instaurer la proportionnelle aux élections législatives. Je vous la fais courte, actuellement en France, les élections pour les législatives, c'est donc des élections à 2 tours. Dans chaque circonscription, vous le savez, le candidat qui obtient la majorité des voix au premier ou au second tour remporte donc le siège de député. Et avec un scrutin proportionnel, je vous la fais courte, c'est plus ou moins ce qu'on aurait lors des élections européennes. En gros, il n'y a qu'un seul tour et il y a une répartition des sièges, alors soit de façon intégrale, soit en partie, mais en tout cas une répartition des sièges en fonction donc du pourcentage de voix obtenues lors de cet unique tour de l'élection. Enfin, troisième condition de Marine Le Pen, même si ça reste flou, elle souhaiterait que le Premier ministre s'engage à travailler sur des sujets jugés importants par le RN. Bref, c'est là donc qu'il faut comprendre comment le RN se retrouve aujourd'hui
aujourd'hui, d'une certaine façon, en certaines positions de force. Depuis que Emmanuel Macron a refusé de nommer Lucie Castet, les options désormais sur la table sont plus à droite, et là, le RN semble réellement avoir un pouvoir de vie ou de mort sur les différents gouvernements. On va prendre le cas par exemple de Xavier Bertrand. Le nouveau Front Populaire a déjà annoncé que, il censurerait tout gouvernement qui ne serait pas celui de Lucie Castet. Alors le nouveau Front Populaire, c'est 193 députés, ce n'est pas suffisant à eux seuls pour voter une motion de censure, adopter une motion de censure et renvoyer Xavier Bertrand. Mais si on ajoute à ces 193 députés les 142 députés du Rassemblement national et du camp d'Éric Ciotti, à ce moment-là, on arrive à 335 députés. On dépasse largement donc la majorité absolue. Et c'est ce qui fait donc que d'une certaine façon, le RN a une sorte de pouvoir de décision important sur le nom du Premier ministre. On peut noter là-dessus que ces conditions, elles semblent faire émerger ces dernières heures une autre personnalité. Il s'agit de David Lisnard, le maire de Cannes, ex-membre des Républicains, qui a fondé depuis son propre mouvement. Il serait jugé plus proche du RN en quelque sorte que Xavier Bertrand, et donc il pourrait résister en quelque sorte à une motion de censure. Alors cette décision d'Emmanuel Macron et la position actuelle, elle irrite beaucoup à gauche. On peut noter par exemple que Marine Tondelier, la présidente du Parti écologiste, a échangé elle aussi avec le président de la République en ce début de semaine, et une fois cet appel téléphonique terminé, elle a publié une vidéo face caméra sur son compte X, dans lequel elle a qualifié cet entretien avec le président de la République de préoccupant. Selon elle, Emmanuel Macron, je cite, va aller s'appuyer en priorité plutôt sur la droite de l'arc politique, sous l'œil bienveillant du Rassemblement national. En tout cas donc, on verra quelle personnalité sera nommée au poste de Premier ministre dans les prochains jours. Selon nos informations et des informations de plusieurs médias, il y avait une possibilité éventuelle qu'il y ait une nomination ce mercredi, mais finalement donc, je ne vous apprends rien, ce n'est toujours pas le cas. Le feuilleton donc se poursuit et les interrogations sont très nombreuses. On va continuer à suivre tout ça, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actualité politique. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, actuel maire du Havre et président du parti de centre droit Horizon, s'est déclaré officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle dans un entretien au magazine Le Point, paru ce mardi soir. Alors cette annonce, c'est pas vraiment une surprise. Édouard Philippe avait déjà déclaré dès septembre 2021 qu'il se préparait à servir son pays. Cependant, le timing est surprenant alors que la France traverse une crise politique sans précédent. D'ailleurs, Édouard Philippe n'exclut pas une présidentielle anticipée puisqu'il n'a pas parlé de l'élection présidentielle de 2027, mais bien de la prochaine présidentielle, sous-entendant qu'Emmanuel Macron pourrait entre-temps être destitué ou démissionner. Si vous voulez en savoir plus sur cette interview, je vous mets l'article du Point en description. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce mercredi de nouvelles frappes russes sur Lviv, une ville à l'ouest de l'Ukraine, au lendemain d'une attaque meurtrière russe à Poltava, dans laquelle 53 personnes ont perdu la vie. Au moins 7 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées et plus d'une trentaine ont été blessées dans cette nouvelle attaque, selon le dernier bilan du ministre de l'Intérieur ukrainien. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 13 missiles et 29 drones explosifs ont été utilisés par l'armée russe, dont respectivement 7 et 22 ont été abattus. Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois ses alliés occidentaux à livrer plus de moyens militaires à l'Ukraine. On suivra ça. Troisième actu, après la mort de 12 personnes dans la Manche ce mardi, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réclame un traité migratoire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour, je cite, rétablir une relation migratoire classique avec le Royaume-Uni. Parmi les victimes de ce naufrage, 6 enfants et une femme enceinte, en majorité originaire d'Érythrée, un pays d'Afrique de l'Est. Il s'agit du 8e naufrage de l'année dans ce secteur et ces traversées ont explosé ces dernières années. Pour vous donner une idée, on comptait 299 traversées en 2018 et plus de 45 000 en 2022 selon le ministère de l'Intérieur anglais. Le truc, c'est que la coopération entre la France et le Royaume-Uni ne se passe pas très bien. Selon un rapport de la Cour des comptes, la relation est déséquilibrée, notamment car le Royaume-Uni ne communique pas de renseignements exploitables sur les départs et donne des informations, je cite, de premier niveau. En d'autres termes, selon Gérald Darmanin et la Cour des comptes, la France supporte une charge disproportionnée en termes de coûts et de responsabilités liées à l'immigration vers le Royaume-Uni sans recevoir de compensation suffisante de la part des Britanniques. Quatrième actu, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, dans le nord de la France, a été incendiée dans la nuit de dimanche à lundi et le suspect, qui était en garde à vue, a reconnu les faits. Il s'agit d'un homme de 39 ans de nationalité française qui est connu pour avoir déjà mis le feu à des lieux de culte. Selon le parquet, il sortait d'une longue incarcération pour vol et dégradation volontaire et il était hébergé dans un foyer. Il a reconnu être entré par effraction dans l'église
justice pour, je cite, voler l'argent des troncs, donc les boîtes qui contiennent les dons des fidèles, puis avoir mis feu à l'édifice, selon le procureur de la République de Saint-Omer. 5e actu, Hugo Harodou et Oscar Gégou, les 2 rugbymen français accusés de viol aggravé en Réunion en Argentine, sont arrivés en France cet après-midi. En fait, mardi, une nouvelle audience a conclu qu'ils étaient libres de quitter l'Argentine, même s'ils restent inculpés. Si vous n'aviez pas suivi, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, à l'hôtel où séjournait le 15 de France, à Mendoza, en Argentine donc. La victime présumée, une Argentine de 39 ans, a déposé plainte le lendemain pour agression sexuelle contre les 2 joueurs. Selon la procureure, le médecin légiste aurait constaté des blessures sur la jeune femme et une enquête a été ouverte. Les joueurs affirment de leur côté que les relations sexuelles avec la plaignante, rencontrées en boîte de nuit, étaient consenties. Mais selon le parquet de Mendoza, l'accusation, donc la version de la plaignante, a, je cite, perdu de sa force ces derniers jours. En tout cas, une demande de non-lieu, donc une requête pour mettre fin à la procédure faute de preuves suffisantes, déposée par les avocats des joueurs, doit désormais être examinée par la justice. On vous tiendra au courant. 6e actu, le coût de la rentrée universitaire est estimé à 3 157 € cette année, selon le syndicat étudiant de la FAGE, une hausse de 2,7% par rapport à 2023. En fait, la FAGE publie tous les ans son indicateur qui évalue le coût de la rentrée pour un étudiant de 20 ans en licence à l'université, non boursier et qui n'habite pas chez ses parents. Cette somme inclut tous les frais liés à l'inscription à l'université et à l'emménagement dans un logement. Pour certaines filières, il faut savoir que le coût du matériel scolaire peut être très important. Par exemple, les étudiants en odontologie, donc les soins dentaires, doivent débourser en moyenne 980 € selon l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Pour aider les étudiants, la FAGE souhaite un élargissement des critères d'attribution des bourses, la généralisation des repas à 1 € dans les restaurants universitaires et la construction massive de logements étudiants. Et on termine avec cette actu, la marque Ferrero a lancé son Nutella plant-based avec un couvercle vert, la version sans lait de sa pâte à tartiner, destinée donc aux intolérants au lactose et aux véganes. Concrètement, le lait écrémé en poudre du Nutella classique est remplacé par des ingrédients végétaux comme des pois chiches et du sirop de riz. Cependant, c'est important de noter que cette pâte à tartiner végane contient toujours de l'huile de palme et elle n'est donc pas vraiment meilleure pour la santé ou pour l'environnement. Selon le ministère de la Transition écologique, l'huile de palme a été responsable de 2,3% de la déforestation mondiale entre 1990 et 2008. Et attention, si vous êtes allergique aux protéines de lait, ce Nutella vert n'est toujours pas pour vous car il est fabriqué dans un établissement qui manipule du lait. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être qui ne sont pas au courant, on a lancé il y a quelques mois une version newsletter, pour gratuitement par email chaque jour avoir l'essentiel de l'actualité avec aussi des liens pour en savoir plus. C'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment sans problème. Pour du coup vous abonner et tester ça, rendez-vous directement sur le lien que je vous mets en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.